Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le dernier thème du programme consacré aux signaux qui permettent de transporter de l'information. Nous allons nous intéresser tout d'abord au son, c'est-à-dire ce que l'on appelle en termes de physique des ondes sonores. Le son est un phénomène qui nous est très familier. Nous connaissons dans la vie de tous les jours des possibilités de produire un son. Par exemple, la voix humaine est produite par les cordes vocales qui se trouvent dans la gorge. Les cordes vocales, ce sont des muscles qui peuvent vibrer. Et grâce à la vibration des cordes vocales, on peut produire un son, émettre un son pour communiquer. Vous connaissez également le haut-parleur. Et vous savez que le haut-parleur est muni d'une membrane qui elle aussi peut vibrer et produire un son de cette manière-là. Si vous observez attentivement le fonctionnement d'un haut-parleur, vous pourrez peut-être observer la vibration de la membrane. Et c'est le même phénomène qui se produit avec les petits écouteurs que l'on met dans les oreilles pour entendre de la musique. Enfin, le son peut être produit par un instrument de musique, une corde une corde de guitare par exemple. Quand on fait vibrer une corde de guitare, eh bien, cela produit un son. Et c'est la même chose pour d'autres instruments de musique, un violon, la membrane d'un tambour, etc. Alors, comment ces différents objets qui peuvent vibrer permettent de créer un son? Et pourquoi la vibration d'une membrane, dans chacun des trois cas que nous avons vus, permet de produire un son? Quelle est la nature du son? Donc, pour générer un son, la membrane va pousser de l'air. On pousse de l'air à l'aide d'une membrane. Lorsqu'elle vibre, elle va déranger l'air autour d'elle et elle va pousser la zone d'air qui se trouve juste à côté. On peut le représenter ici sur cette animation. Vous voyez qu'en rouge, on représente la membrane qui vibre. Ça peut être soit une corde vocale, soit la membrane d'un haut-parleur, ou bien la corde d'un instrument de musique, etc. Et l'air qui est ainsi comprimé à cause de la membrane va ensuite se détendre. C'est-à-dire qu'on le comprime, on diminue son volume, il va se détendre, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à reprendre son volume initial. Et en faisant cela, que va faire la tranche d'air? Eh bien, elle va pousser, elle va comprimer la zone d'air voisine. C'est comme ça que de proche en proche, la vibration se transmet par des couches d'air qui se compriment et qui se détendent, cette vibration étant ainsi propagée, transmise. Le son, le phénomène sonore, c'est une vibration qui se propage. D'un côté, la membrane qui vibre produit le son, elle émet le son est émis par une membrane qui vibre. Cette vibration se propage dans l'air et elle peut être reçue, détectée à un autre endroit. Ce que nous allons retenir pour l'essentiel, c'est que le son est une vibration de la matière, l'air par exemple. Cette vibration se propage. Nous avons vu quelle est la nature du son. Maintenant, puisqu'on a vu comment on peut émettre un son, vous savez qu'on peut aussi percevoir un son. L'oreille humaine, par exemple, perçoit les sons grâce à une membrane qui est à l'extrémité du conduit auditif, qui s'appelle le tympan. Et cette membrane, le tympan, quand elle reçoit les vibrations de l'air, eh bien elle va vibrer à son tour, elle va être en quelque sorte entraînée, et c'est ainsi que se fait la perception du son. Les vibrations du tympan, provoquées par les vibrations de l'air, sont ensuite transmises par un influx nerveux. En résumé, on peut dire que dans l'oreille, il y a une membrane, le tympan, qui vibre quand elle reçoit le son. Vous savez qu'on peut aussi détecter le son avec un microphone, autrement dit un micro. Eh bien, dans un micro, on trouve une membrane qui vibre lorsqu'elle est atteinte par le son, lorsqu'elle reçoit du son. La vibration de la membrane est transformée en courant électrique. Pour enregistrer ou amplifier de la voix humaine, il faut d'abord détecter le son grâce à un microphone. À l'intérieur du microphone, il existe une membrane qui va se mettre en vibration à cause des ondes sonores, et cette vibration de la membrane
va être transformé en courant électrique. C'est ainsi que, par un microphone, on peut transformer le son en courant électrique, ce qui revient à détecter le son. Et on peut ensuite l'amplifier, l'enregistrer, etc. Alors, le son se propage. Dans quel type de milieu? Eh bien, de toute évidence, le son se propage dans l'air. Si quelqu'un parle à un autre endroit de la pièce, je vais l'entendre parce que la vibration est transmise par l'air. Le son peut se propager dans l'air. Plus généralement, le son peut se propager dans les différents gaz, pas seulement dans l'air. Le son peut également se propager dans l'eau. Si vous êtes à la piscine, si vous avez la tête sous l'eau, eh bien vous pouvez entendre les sons qui sont autour de vous. Soit les sons qui ont été émis dans l'eau, ou les sons qui ont été émis à l'extérieur de la piscine. Un bébé qui est dans le ventre de sa mère est plongé dans un liquide, qu'on appelle le liquide amniotique, et le bébé entend les voix autour de lui parce que le son se propage dans le liquide amniotique. De même, certains animaux marins peuvent communiquer avec le son, les baleines par exemple, puisque le son peut se propager dans l'eau de la mer. Le son se propage dans l'eau et dans les liquides et dans les gaz, plus généralement. Mais le son se propage également dans les solides. Par exemple, si quelqu'un parle dans la pièce à côté de vous, ou s'il écoute de la musique très fort, vous allez l'entendre, parce que le son se propage dans un mur qui est solide. On peut retenir que le son se propage dans les gaz, dans les liquides, dans les solides également. Il y a une situation où le son ne peut pas se propager. C'est quand il n'y a rien à faire vibrer, c'est-à-dire quand on est dans le vide, en somme. Cette expérience, que vous avez peut-être vue en classe, consiste à mettre une source sonore sous la cloche. Un réveil, par exemple. Avec cette pompe, on fait le vide, c'est-à-dire qu'on va aspirer tout l'air ou la majorité de l'air contenu sous la cloche. Et au cours de cette expérience, eh bien, on n'entend pas le son du réveil, on n'entend pas la sonnerie du réveil, parce que le son ne peut pas se propager s'il y a le vide sous la cloche. Le son, en résumé, se propage dans la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, mais évidemment, le son ne se propage pas dans le vide. S'il n'y a pas de milieu à faire vibrer, s'il n'y a pas de matière à faire vibrer, le son ne peut pas se propager. On voit quelquefois des images ou des séquences vidéo qui sont trompeuses. Je prends un exemple. Dans une fiction, on peut voir un vaisseau spatial qui explose dans l'espace et on va entendre le bruit de l'explosion. Mais ça, ce n'est pas du tout réaliste. En réalité, si un son est produit dans le vide, dans l'espace, eh bien on ne va rien entendre. Le son ne peut pas se propager depuis le vaisseau spatial qui explose jusqu'à nos oreilles. Dans cette situation, l'explosion d'un vaisseau spatial, on n'entend rien, car le son ne peut pas se propager dans le vide. Voyons maintenant les caractéristiques d'un son. La première caractéristique d'un son que nous connaissons bien, c'est son intensité. Vous savez que l'on peut par exemple parler très fort ou parler tout doucement. On peut mettre le son de l'appareil de musique, on peut le mettre très fort ou très bas. L'intensité du son, on peut la mesurer. L'appareil qui mesure l'intensité du son s'appelle un sonomètre. Voici un exemple de sonomètre. Le son est détecté ici, dans cette partie de l'appareil, et vous voyez que l'intensité du son est affichée. Cette intensité sonore est exprimée en décibels, l'unité de l'intensité du son. Cet appareil, par exemple, mesure une intensité de 96,6 décibels. Pour donner des exemples, des ordres de grandeur sur l'intensité du son, vous voyez que le vol d'une mouche, par exemple, eh bien, c'est 10 décibels. 50 décibels pour un réveil qui sonne, 90 décibels pour un deux roues qui roule, et l'avion qui vole émet un son de 130 décibels. On considère que le son devient douloureux
à partir de 120 décibels environ. En fait, ça peut changer un petit peu selon que le son est plus grave ou plus aigu. C'est un ordre de grandeur. Et vous savez que si l'intensité est trop élevée, eh bien ça peut causer sur l'oreille des dégâts irréversibles. Ça peut nous rendre sourds ou partiellement sourds. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas écouter la musique trop fort avec vos écouteurs et pas trop longtemps. Donc la première caractéristique d'un son, c'est l'intensité sonore, mesurée en décibels avec un sonomètre. L'autre caractéristique d'un son, vous savez qu'un son peut être plus ou moins fort, mais il peut être aussi plus ou moins grave ou aigu. Par exemple, le son émis par une contrebasse est plus grave que le son émis par un violon. Le son du violon est plus aigu. Eh bien ça, on le rapproche de la notion de fréquence en physique. La fréquence, si on veut relier cette notion à la vibration, on dira qu'une fréquence élevée, ça veut dire que l'air vibre très vite, que la membrane vibre très vite. Concrètement, c'est ça qui se passe. Au contraire, une fréquence très basse, ça veut dire que la membrane va vibrer plus lentement. D'ailleurs, si vous observez la vibration de la membrane du haut-parleur, comme je vous le disais au départ, eh bien, si vous voulez l'observer plus facilement, il faut écouter un son qui est grave. Dans ce cas-là, la membrane va vibrer plus lentement et ce sera plus facile d'observer ce mouvement, cette vibration. Toujours est-il que la fréquence, qui est exprimée en Hertz, c'est l'unité de la fréquence, eh bien, elle est reliée à un son grave pour une faible fréquence ou à un son aigu pour une fréquence élevée. Si on a une voix grave, ça veut dire que nos cordes vocales émettent des sons plutôt de faible fréquence. Si au contraire on a une voix aiguë, c'est que les sons que nous émettons ont une fréquence plus élevée. Alors quelles sont les différentes fréquences de son que notre oreille peut entendre? Quel est le maximum et quel est le minimum? On va le voir sur ce schéma. Les sons audibles par l'oreille humaine, c'est-à-dire les sons que nous pouvons entendre, ce sont ceux qui ont une fréquence de minimum 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz au maximum. Entre 20 Hz et 20 kHz, ce sont les fréquences sonores que nous entendons. Évidemment, si on est plutôt proche de 20 Hz, ce sera des sons graves, et si on est proche de 20 kHz, 20 000 Hz, c'est le domaine des sons aigus. Si la fréquence du son est supérieure à 20 kHz, c'est possible, ça existe. Même si nous ne pouvons pas l'entendre, la vibration existe. C'est le domaine des ultrasons. Notre oreille, l'oreille humaine, n'entend pas les ultrasons, mais certains animaux, comme les chauves-souris, entendent les ultrasons, au contraire. Les chiens également. C'est pour ça que les dresseurs de chiens ont quelquefois un sifflet à ultrasons. Quand le dresseur siffle dedans, il n'entend rien du tout, mais les chiens, eux, entendent les ultrasons. Et lorsque la fréquence est inférieure à 20 Hz, c'est le domaine de ce qu'on appelle les infrasons. Donc les infrasons, ce sont les sons de fréquence inférieure à 20 Hz que nous n'entendons pas. La vitesse du son. Puisque le son se déplace dans l'air, par exemple, eh bien, ça se produit à une certaine vitesse. C'est-à-dire que le son n'est pas immédiatement présent de la source au détecteur. La vitesse du son dans l'air à la température de 15 degrés, c'est environ 340 mètres par seconde, qui s'écrit aussi comme ceci, 340 mètres par seconde. Remarquons que lorsque la température de l'air augmente, eh bien la vitesse du son augmente également. Quand il fait un peu plus chaud, eh bien le son va un peu plus vite. D'autre part, on a vu que le son se propage dans les liquides. D'une façon générale, le son se propage plus rapidement dans les liquides que dans les gaz. Le son va plus vite dans l'eau de la piscine que dans l'air qui nous entoure. Le son se propage, nous l'avons vu, dans les solides, et dans les solides, il va encore plus vite. Il se propage encore plus rapidement dans les solides que dans les liquides. Connaître la vitesse du son dans l'air ou dans l'eau, ça peut être très utile. Pourquoi? Parce que ça peut permettre de connaître une distance.
C'est ce qu'on utilise, par exemple, pour une technique appelée le sonar. Alors le sonar, comment ça fonctionne? On peut l'utiliser par exemple sur un bateau, et ça permet de connaître la profondeur du fond marin. Sur ce bateau qui est équipé d'un sonar, eh bien, on peut envoyer une onde sonore, c'est-à-dire un son, vers le fond. L'onde va être réfléchie, c'est-à-dire qu'elle va être renvoyée vers le bateau. Donc le bateau va détecter l'écho. On envoie une onde sonore vers le fond, l'onde est réfléchie sur le fond, et en mesurant, après avoir détecté l'écho, le temps d'aller-retour de l'onde sonore, on peut connaître la profondeur de l'eau. Si on sait combien de temps l'onde a mis pour faire l'aller et le retour, et bien si on connaît aussi la vitesse du son dans l'eau, on peut en déduire la distance. C'est le principe du sonar. Il y a un principe un peu semblable qui existe à l'état naturel pour certains animaux. Je veux parler des chauves-souris. En effet, une chauve-souris peut détecter un obstacle ou détecter une proie en émettant des ultrasons. Alors nous n'entendons pas les ultrasons, mais les chauves-souris, elles les entendent. Et elles sont capables d'émettre une onde sonore dans une fréquence qui correspond à l'ultrason. Et cette onde sonore, quand elle se réfléchit sur un obstacle, eh bien elle revient vers la chauve-souris. Donc la chauve-souris, connaissant le temps d'aller et retour de l'onde sonore, eh bien elle peut évaluer la distance qui la sépare d'un obstacle ou d'une proie. Donc quand on dit que les chauves-souris, par exemple, la nuit peuvent s'accrocher dans nos cheveux, eh bien c'est totalement faux. Pourquoi? Il est tout à fait impossible qu'une chauve-souris se cogne dans votre tête et s'accroche à vos cheveux, tout simplement parce que si elle passe près de vous, eh bien elle va vous éviter très facilement, grâce à ce phénomène naturel qu'elle utilise. Pour terminer sur la vitesse du son, on peut la comparer avec la vitesse de la lumière. La vitesse du son dans l'air, nous l'avons vu, c'est environ 340 mètres par seconde. Quant à la vitesse de la lumière que nous avons vue dans un chapitre précédent, c'est environ 300 000 km par seconde. En une seconde, le son met à peu près 300 mètres, parcourt à peu près 300 mètres, et en une seconde, la vitesse parcourt 300 000 km. La vitesse va environ 1 million de fois, la lumière va environ 1 million de fois plus vite que le son. Par conséquent, si depuis un point, on émet du son et de la lumière, ce qui va arriver d'abord, ce qui va nous parvenir d'abord, c'est la lumière, puisque la lumière va 1 million de fois plus vite que le son. Lors d'un éclair, lors d'un orage, il y a deux phénomènes. Il y a l'éclair qui est un phénomène lumineux, l'éclair c'est de la lumière, et il y a un phénomène sonore, le son. Et en général, on voit d'abord l'éclair, et on entend ensuite le tonnerre. L'éclair arrive à nos yeux avant que le tonnerre n'arrive à nos oreilles. Nous avons vu précédemment un exercice. On avait vu qu'en mesurant le temps qui sépare l'éclair et le tonnerre, eh bien on peut en déduire la distance à laquelle la foudre est tombée. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée.